Merci Dominique Estrosi d'être avec nous. Pendant cette première demi-heure, vous êtes élu des Alpes-Maritimes, membre du groupe Les Républicains, et vous présidez la commission des affaires économiques ici au Sénat. Vous êtes également rapporteur de la mission d'information sur la crise du logement. On va en parler dans quelques instants. D'abord, l'actualité aujourd'hui, c'est cet hommage national qui est donc rendu aux victimes françaises des attaques du Hamas le 7 octobre dernier. 4 mois après donc, les attaques, arrive cet hommage. Est-ce que c'est trop tard pour vous ? On peut se poser la question. Pour autant, je salue cette cérémonie d'hommage national aux 42 victimes françaises ainsi qu'aux otages. Il était important et je souligne quand même que la France est le premier pays à rendre un hommage national. Après, je déplore ce qui s'est passé au travers de la polémique avec la présence des députés de la France insoumise. Je les appelle effectivement à plus de décence, plus d'indignité, alors qu'ils n'ont jamais condamné la barbarie et jamais condamné le Hamas comme une organisation terroriste, la qualifiant même de mouvement de résistance. Et je comprends tout à fait le malaise qui a pu saisir et l'émotion les familles des victimes. Mais ce que je voudrais retenir... C'est-à-dire qu'ils ne devraient pas y aller, pour vous? Moi, je pense qu'ils n'auraient pas dû y aller. La décence les aurait amenés à refuser l'invitation qui a été rendue de façon républicaine par le président de la République. Mais pour autant, j'espère que l'on retiendra de cette matinée, qui va être fortement empreinte d'émotion, et bien que la France est unie et debout, et qu'elle rend cet hommage national face à la barbarie islamiste, face à l'antisémitisme et face à l'horreur absolue qu'a été ce pogrom le 7 octobre dernier. L'Élysée envisage également un temps mémoriel pour les Français morts dans les bombardements israéliens à Gaza. Est-ce que ça vous paraît nécessaire? Ça vous paraît justifié? Non, je dirais que ça ne me paraît pas justifié. On a vu tout au long de ces semaines écoulées les polémiques qui pouvaient naître de ci, de là. Aujourd'hui, il n'y a pas de commune mesure entre ce qui s'est passé en Israël, ce pogrom, cette horreur absolue, et malheureusement, effectivement aussi, des victimes civiles dans la bande de Gaza. Mais je ne mets pas les choses au même niveau et je pense que l'hommage national doit être rendu uniquement aux victimes françaises et à l'ensemble des victimes de ce pogrom, ainsi qu'aux otages. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un certain nombre de personnes qui sont retenues en otage plus de 4 mois après cette attaque barbare. On va parler d'un autre sujet, de la crise agricole. Est-ce que, selon vous, les mesures qui ont été annoncées par Gabriel Attal en fin de semaine dernière sont les bonnes ? Alors d'abord, je dirais qu'au niveau du Sénat, et plus particulièrement de mon groupe, nous n'avons pas été surpris par cette crise agricole. La Commission des affaires économiques, depuis de nombreux mois, travaille sur ces sujets-là. En 2019, elle avait déjà rendu un rapport sur le mal-être des agriculteurs avec la question du suicide des agriculteurs. Puis, il y a eu une proposition de loi sur la compétitivité agricole de la ferme France. Donc, autant de mesures qui étaient déjà sur la table et qui nous laissaient penser que la crise allait véritablement se déclarer et être particulièrement grave. Alors, on a vu les mesures annoncées par le Premier ministre. Attendons de voir, parce que dans ces mesures, il y a un certain nombre de mesures qui ont eu un effet immédiat. Il y en a d'autres qui s'inscrivent soit dans le cadre réglementaire, soit surtout un certain nombre de ces mesures qui doivent faire l'objet d'un véhicule législatif. Je vous rappelle qu'il y avait un véhicule initialement qui était prévu sur le projet de loi orientation et avenir agricole qui devait finalement traiter de peu de choses. La transmission des entreprises, c'est un sujet important, mais pas au regard de la crise agricole, et puis qui devait traiter du renouvellement des générations. Alors on verra ce qu'il y aura dans ce nouveau projet de loi, mais force est de constater... Qui a été décalé justement pour rajouter notamment des mesures de simplification. Voilà, entre autres, simplification, mais il devra y aussi y avoir des mesures sur la compétitivité agricole, et j'espère aussi qu'il y aura des mesures sur le mal-être agricole, sur cet agri-bashing dont sont victimes les agriculteurs. Je pense en particulier aux intrusions dont ils font l'objet sur leurs exploitations. Et puis enfin, il y a des mesures qui sont entendues au niveau européen. Parce qu'aujourd'hui, cette crise agricole, ce désarroi des agriculteurs, il se traduit par cette Europe qui met à mal notre souveraineté alimentaire en surtransposant un certain nombre de règles à l'intérieur de notre pays, alors qu'à l'extérieur de notre pays, on ouvre tout grand les portes. Ouais, on va en parler. Et si certains barrages, si beaucoup de barrages d'ailleurs ont été levés, certains agriculteurs poursuivent leurs actions, notamment dans les grandes surfaces. C'est le cas en Indre-et-Loire, notamment à Chinon et à Loches. On va regarder ce reportage de Clémence Dosque pour nos partenaires de TV Tour Val de Loire.
forcément facile à voir. Les barrages ont été levés, mais le terrain reste occupé. Des agriculteurs sillonnent ici les rayons de ce magasin Leclerc à Chinon. Dans leur viseur, les produits importés et leurs étiquettes trompeuses. Une action en réponse à l'annonce du renforcement de l'application de la loi Egalim. Bruno Le Maire a annoncé 10 000 contrôles des prix, des traçabilités au travers de la loi Egalim. Modestement, on va l'aider à faire cette action et cet engagement. Et régulièrement, probablement même quotidiennement, nous aurons des contrôles de prix et d'origine dans les grandes surfaces dans les prochains jours. Le gérant du magasin a été prévenu. S'il lui est possible de créer des alliances locales pour proposer des produits de proximité, les consommateurs restent attachés aux marques. On a beaucoup de fournisseurs locaux au niveau des fruits et légumes, principalement au niveau du vin, nous on est agent viticole. Donc bon, au niveau des grandes marques, moi là-dessus j'ai pas la vision. Hein. Nous on achète les grandes marques Carta, Fleury Michon, voilà. Et puis les clients les demandent aussi. Donc, Les agriculteurs sont restés sur place toute la journée. La même action s'est tenue à Loches. Est-ce que vous comprenez ce type d'action, Dominique Estrosi-Sassone ? Alors, je ne sais pas s'il faut en venir à ce type d'action. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des problèmes dans les négociations commerciales entre les industriels agroalimentaires et la grande distribution. C'est tout l'objet des lois Egalim. Ces lois Egalim, il y en a eu 3 en 2018, en 2021 et en 2023. Ce ne sont pas des mauvaises lois. Bien au contraire, moi je pense que ce sont des bonnes lois, des lois qui vont dans le bon sens parce qu'elles visent à payer au juste prix la matière première agricole, à pouvoir faire en sorte que le revenu des agriculteurs soit protégé. Le paradoxe, c'est que ces lois ne sont pas appliquées à la lettre. Donc il ne faut pas les revoir, il faut veiller à leur bonne application. Il faut déjà veiller à ce qu'elles soient appliquées strictement. Et permettez-moi de dire que je suis un peu surprise qu'il faille la crise agricole d'une telle gravité pour que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, annonce qu'il va renforcer les contrôles, comme le disaient d'ailleurs des syndicalistes dans ce reportage, et qu'il va sanctionner. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant ? La première loi Egalim, je vous l'ai dit, elle date de 2018. Elle a 6 ans. Donc les contrôles, on pouvait d'ores et déjà les opérer depuis bien longtemps, les renforcer et bien évidemment sanctionner quand il y a contournement de la loi Egalim parce que certains acteurs de la grande distribution ont trouvé le moyen de contourner les lois Egalim et en particulier à travers le rôle des centrales d'achat dans l'Union européenne qui se trouvent à l'étranger, à l'extérieur de notre pays et qui permettent à certains acteurs de la grande distribution d'acheter en gros des produits, de faire des économies d'échelle très importantes et de s'affranchir des contraintes qui ont été posées par la loi Egalim. Donc je regrette que les contrôles ne se fassent que maintenant, même s'il faut continuer à en faire, mais il faut aussi qu'ils soient suivis de sanctions. Parce que pour certains grands groupes, des sanctions qui sont encore pour certaines assez modestes au regard de leur chiffre d'affaires, ne sont peut-être pas de nature à les inciter véritablement à respecter la loi. Là, Bruno Le Maire parle de 2% du chiffre d'affaires. Pour vous, c'est pas assez, il faut aller plus loin ? Ça dépend aussi de l'acteur de la grande distribution auquel on a affaire et au regard du chiffre d'affaires. Je pense que pour certains, les 2% ne sont pas suffisants, en tout cas pour les dissuader de continuer à contourner les lois Egalim. Sur l'Europe, justement, pour éviter ce que vous dites, à savoir qu'il y ait des centrales d'achat en dehors de la France, Emmanuel Macron propose un Egalim européen. Est-ce que pour vous, c'est la bonne solution et est-ce que c'est réaliste ? Alors d'une part, je pense que ce n'est pas forcément dire qu'il ne faut plus qu'il y ait des centrales d'achat au niveau européen. Mais que les règles soient les mêmes partout. C'est ça. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment clarifier le droit pour savoir ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles ne peuvent pas faire. Après, parler, comme l'a annoncé le président de la République, d'un Egalim au niveau européen, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Est-ce qu'on y arrivera ? Parce que là encore, c'est extrêmement compliqué de mener des négociations au niveau des 27. Ça prendra du temps, mais si c'est de nature, effectivement, à faire en sorte que ça concerne tous les secteurs industriels de l'Union européenne et surtout pour éviter une distorsion de concurrence, que ce soit tant pour les producteurs que pour les consommateurs, ça va plutôt dans le bon sens, mais bien évidemment, ce sont des mesures qui ne verront pas le jour immédiatement et donc il faut, d'ici là, pouvoir trouver des solutions pour qu'il n'y ait plus de contournement de ces lois Egalim qui vont dans le bon sens. Je rappellerai aussi que notre commission des affaires économiques avait déjà pressenti le fait que l'on pouvait contourner à certaines conditions les lois Egalim. C'est la raison pour laquelle a été mis en place un groupe de suivi
qui est donc menée par une sénatrice Anne-Catherine Loisier et Daniel Grémier, qui sont très au fait de ces sujets-là, qui vont reprendre leurs travaux et qui vont de nouveau vérifier et voir encore ce qui ne va pas ou comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la loi soit véritablement appliquée à la lettre. On va parler de la question du logement, sujet que vous suivez évidemment de très près. Dans son discours de politique générale, Gabriel Attal a promis un choc de l'offre. Vous êtes rapporteur, on le disait, de la mission d'information du Sénat sur cette crise du logement. Hier, vous avez auditionné l'ancien ministre Benoît Apparu. On va voir tout ça avec Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Yann, bonjour Madame la sénatrice. Et hier, Steve, les sénateurs entendaient donc l'ancien ministre du Logement, Benoît Apparu, dans ce contexte de crise du logement et la publication des derniers chiffres. Oui, les chiffres les plus récents ont été publiés par la Banque de France la semaine dernière. Alors c'est un peu casse à tous les étages. Le secteur du neuf est complètement à l'arrêt. Chute de 23,7% des autorisations de permis de construire en 2023 par rapport à 2022. Recul de 22% des mises en chantier l'année dernière. Les banques sont frileuses. On le sait, elles prêtent de moins en moins, plus faible niveau d'octroi de crédit immobilier depuis 2015. Le logement social est en train de boire la tasse. Plus de 2 600 000 ménages sont en attente d'un logement. C'est un record absolu, hausse de 7,5% des demandes en un an. Voilà pour le contexte de cette audition, Oriane. Audition organisée dans le cadre d'une mission d'information lancée par le Sénat. Comment l'ancien ministre du Logement analyse tout ça ? Pour Benoît Apparu, notre politique de logement est restée bloquée dans les années 70. Selon lui, la crise est une crise d'abord structurelle. Nous avons mis le paquet sur la demande au détriment de l'offre et mécaniquement, avec la hausse de la démographie ces dernières décennies, les choses se sont un peu emballées. Écoutez-le. La raison principale de la crise structurelle que connaît ce secteur, vous la connaissez aussi bien que moi, c'est un déséquilibre qui perdure entre l'offre et la demande. Et tant qu'on aura une politique sous-œuvreuse en matière de production de logement, en matière de logement donc, la conséquence, ce sera mécaniquement des prix qui montent. C'est à moi. Il a aussi insisté sur la nécessité de changer de philosophie. Oui, changer de philosophie en matière de construction. Benoît Apparu a salué le ZAN, le zéro artificialisation des sols, qui prévoit de réduire le rythme auquel on bétonne les terres. Selon lui, il s'agit d'une réforme importante, voire même historique, mais cela implique de changer nos conceptions de l'espace public. Il faut en gros apprendre à construire vers le haut. Écoutez-le. Changer, d'un développement urbain aujourd'hui, historiquement, depuis 2000 ans, depuis 10 000 ans, à l'horizontale, vers du vertical 3D. C'est un changement qui peut paraître basique à prononcer comme tel, parce que la verticalité, la descente, la densité, etc., on en parle depuis effectivement très 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 longtemps, mais je veux simplement le mettre moi en rapport historique en disant qu'on est à contre-culture complète de ce que nous avons fait depuis des centaines d'années partout dans le monde. Benoît Apparu a soumis plusieurs préconisations pour sortir de la crise, mais pour lui, le problème vient surtout aujourd'hui d'un manque de volonté politique. Il faut donner un nouvel élan à notre politique de logement. Écoutez-le. Il faut de l'impulsion politique vis-à-vis des banques et des assureurs, parce que c'est ça qui va être le plus compliqué, je pense. Il faut d'abord de l'impulsion politique. C'est tout. Pas besoin d'un euro, pas besoin d'une loi. Madame la sénatrice, vous êtes d'accord, c'est un problème de volonté politique aujourd'hui ? Oui, on le voit dans ce gouvernement, que ce soit depuis 2017 ou depuis 2022, le logement, d'abord, n'a jamais été une priorité politique et malheureusement continue à ne pas être cette priorité politique malgré cette grave crise. Et donc forcément, s'il n'y a pas une volonté politique, on n'arrivera pas à redresser la barre et à faire en sorte que l'on puisse non seulement offrir à nos concitoyens des logements, les loger mieux et les loger plus verts. Parmi les préconisations de Benoît Apparu, laquelle vous semble la plus intéressante, la plus importante ? Il y a eu beaucoup de détails, beaucoup de mesures très techniques. Si vous devez en retenir une seule, ce serait quoi ? Alors, d'abord, je savais que Benoît Apparu allait nous proposer des mesures qui seraient disruptives, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, parce qu'on a besoin aussi de mesures innovantes qui soient plus structurelles. Ce que je retiendrai, c'est ce qu'a dit Benoît Apparu. Aujourd'hui, il y a 4 types d'acheteurs dans le logement. 3 ont d'ores et déjà disparu. A disparu l'acheteur qui veut acheter un logement pour être propriétaire, occupant. L'acheteur qui veut acheter un logement pour le mettre à la location, c'est l'investisseur particulier. Et puis les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire les banques, les groupes d'assurance. Ces 3 types d'acheteurs ont disparu. Il reste finalement
que les institutionnels parapublics, la CDC, Action Logement, qui ont d'ailleurs, à la demande du gouvernement, acheté en 2023 45 000 logements aux promoteurs. Mais ça ne peut pas durer. Et pour retrouver ces types d'acheteurs, il faut faire évoluer le crédit immobilier. C'est ce qu'il a soulevé. C'est assez technique. Il faut que les banques jouent le jeu. Pour cela, il a parlé de l'impulsion politique. Et derrière, les banques pourraient jouer le jeu en proposant pas un seul dispositif de crédit immobilier, mais 3, 4, 5 dispositifs de crédit immobilier qui permettent de retrouver ces types d'acheteurs qui ont disparu. Ça peut être le BRS qui est déjà en pratique, mais pour le logement social. Vous savez, on dissocie le foncier du bâti. Eh bien, on peut le faire aussi pour le logement intermédiaire et pour le logement libre. Ça peut être le démembrement entre la nue propriété et l'usufruit. Ça peut être l'accession progressive, mais ça me semble intéressant. Et tout ça pour 0 €. C'est ce qu'il dit, 0 €, 0 loi. Parce qu'à la différence, ce n'est pas une politique de subvention, mais c'est une politique d'investissement. Lui, il part du principe qu'on n'aura plus beaucoup d'argent à pouvoir mettre dans la politique du logement et que donc il faut trouver un certain nombre d'idées et de mesures qui viennent plutôt faire de l'investissement plutôt que de demander des subventions. Eh bien, permettez-moi de dire que ça me paraît quelque chose qu'il faut creuser, que nous allons faire dans le cadre de la mission d'information, ce qui n'exclut pas toutes les autres mesures qui sont des mesures plus conjoncturelles qui doivent permettre de faire repartir le marché du logement, le parcours résidentiel qui est bloqué aujourd'hui, en particulier dans le domaine de l'accession à la propriété. Mais quand on voit que ce gouvernement a recentré le PTZ, a supprimé le Pinel, pas pour dire qu'il ne fallait pas le supprimer, mais il le supprime au moment où on a besoin de soutenir la demande. Donc tout est fait à l'envers. Sur le choc de l'offre, parce qu'il a fait plusieurs propositions, Gabriel Attal, dans son discours de politique générale. Un choc de l'offre où il veut créer 30 000 nouveaux logements d'ici 3 ans dans 20 territoires engagés. Et puis, il a également parlé de la loi SRU sur la question du logement social qu'il veut élargir pour que les logements intermédiaires qui profitent aux classes moyennes soient intégrés. C'est la bonne réponse pour vous? Alors, si vous le permettez, je dirais qu'il a fait plusieurs propositions. Le Premier ministre, il a fait quelques propositions. Il a enfin, dans un discours de politique générale, parlé du logement. Bon, c'est déjà un premier acte, c'est déjà pas mal. Mais après, il y a beaucoup de termes qui sont déjà usés, de termes éculés, et en particulier celui du choc de l'offre. Le choc de l'offre, Emmanuel Macron en parlait déjà en 2017. Ça n'a rien donné, parce que c'est pas ça qui fait baisser les prix. Aujourd'hui, bien sûr qu'il faut qu'il y ait un choc de l'offre pour faire repartir la production de logements, mais il faut soutenir la demande, parce qu'il n'y a plus de demande en raison de la montée des taux d'intérêt brutale, 4% en un an, et en raison aussi du resserrement des conditions d'octroi du crédit. Alors, il y a quelques Donc le problème, c'est pas forcément la construction de logements. Alors, c'est comment on permet aux gens de devenir propriétaires de ces logements. On arrive à relancer la demande, que ce soit pour devenir locataire à travers des logements qui sont proposés sur le marché du logement, parce qu'on en a aussi besoin, et que ce soit bien sûr pour devenir propriétaire à travers aussi des prix de l'immobilier qui soient moins élevés que ce qu'on trouve aujourd'hui, qui de fait exclut non seulement les plus fragiles, les plus précaires, mais bien évidemment aussi toutes les classes moyennes. Alors, sur la loi SRU, est-ce qu'il a eu raison? Proposition qui s'inscrit plutôt dans des propositions portées par la droite, qui ont d'ailleurs fait bondir déjà la gauche, d'intégrer le quota de logements intermédiaires dans le quota des logements sociaux de 25% qui doivent être tenus. Alors, c'est à voir, parce qu'après j'ai vu des remarques qui étaient un petit peu contradictoires. C'était pas la totalité des logements, mais c'était en partie les logements intermédiaires. Ce que nous ont dit hier, à la fois Benoît Apparu... Oui, il dit qu'il y aura quand même un quota de logements très social à fournir. Voilà, il y a besoin. Il y a besoin de logements, et particulièrement de logements très sociaux, ce qu'on appelle dans notre jargon les PLAI. Les logements intermédiaires répondent aussi à une demande, et particulièrement dans les territoires tendus. Les logements intermédiaires s'adressent d'abord principalement aux classes moyennes, et c'est vrai que les maires, dans les régions tendues, veulent continuer à en faire, parce qu'ils savent qu'ils ont une demande pour cela, et que, comme ils font des efforts aussi pour faire des logements intermédiaires, eh bien évidemment, ils voudraient être récompensés de ces efforts en les intégrant dans le quota des logements sociaux, comme on a pu intégrer à l'époque les logements en bail réel solidaire. Moi, ce que j'ai retenu des auditions d'hier, et ce qu'il faudra aussi réfléchir, c'est que ce soit le directeur général d'Altarea ou Benoît Apparu, ils disent plutôt que d'intégrer les logements intermédiaires dans le quota des logements sociaux, il faut les neutraliser. C'est-à-dire considérer que l'on produit des logements intermédiaires qui ne vont pas
augmenter le nombre de logements, de résidences principales, puisque vous savez que le quota de logements sociaux est calculé à partir du nombre de résidences principales. Donc on neutralise les logements intermédiaires de façon à ce qu'on puisse continuer à en produire sans que ça puisse déséquilibrer le quota des logements sociaux à réaliser. Je pense que c'est une idée qui peut être intéressante. En tout cas, on verra comment cela sera décliné par le gouvernement et par le futur ministre du Logement. Que vous attendez? Ah oui, avec impatience. Bon, là, c'est Christophe Béchu qui a encore le portefeuille, mais pour vous, il faut un ministre du Logement de plein exercice? Oui, il faut un ministre du Logement de plein exercice. Enfin, on ne l'a jamais eu de plein exercice. On a toujours eu un ministre du Logement rattaché à un grand ministère. Donc, ça fait longtemps qu'on appelle un ministre du Logement de plein exercice. Mais tout comme il faut un ministre de la Santé, tout comme il faut un ministre des Transports. Et on attend toujours. Finalement, on se demande... avoir autant de temps entre la composition du gouvernement Attal 1 et peut-être cette semaine le gouvernement complété Attal 2, eh bien ça laisse à penser que finalement le président de la République et le Premier ministre considèrent que le ministère du Logement, le ministère de la Santé ou le ministère des Transports ne sont pas des ministères si importants que ça, alors que ce sont des ministères qui sont au cœur des préoccupations des Françaises et des Français. Et que vous accepteriez si on vous propose d'être ministre du Logement ? Non, je n'accepterai pas d'être ministre du Logement. Votre nom a circulé. Oui, je sais que mon nom a circulé, mais encore une fois, je pense que ce gouvernement est d'ores et déjà carbonisé. Et devenir ministre du Logement sans avoir pu négocier quoi que ce soit, sans avoir pu avoir le moindre arbitrage, sans aucune marge de manœuvre, ce qui était le cas du précédent ministre du Logement, et puis répondre à un débauchage individuel, un nom définitif. Ça ne m'intéresse absolument pas. Vous craignez de nouveaux débauchages chez les Républicains ? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils arriveront à faire un débauchage qui a fait du buzz à travers la personne de Rachida Dati, parce que Rachida Dati, c'est une marque, mais je pense qu'il n'y aura pas plus de débauchage individuel, ou si c'est à la marge de personnes qui sont, sans nier leurs compétences, peut-être moins connues et donc qui marqueront moins les esprits. Vous sentez chez Emmanuel Macron, chez Gabriel Attal, une volonté d'affaiblir les Républicains ? Force de constater qu'il cherche par tous les moyens, effectivement, à affaiblir notre famille politique, qui est une famille politique aujourd'hui qui, en tout cas, fait la balance. Parce qu'à l'Assemblée nationale, on l'a vu, pour que les textes soient votés avec une majorité relative, eh bien, très souvent, ils ont eu besoin de l'apport des Républicains en ayant amendé les textes dans le sens que nous souhaitions. Et puis, ici au Sénat, les Républicains, avec l'Union centriste, ils font partie de la majorité sénatoriale. Et le gouvernement voit bien que s'il veut continuer à faire en sorte que des textes, et des textes importants, puissent pouvoir avoir un suivi et un cheminement, eh bien, ils doivent quand même fortement comprendre que c'est aussi la majorité sénatoriale qui donnera le là sur un certain nombre de textes. Mais est-ce que votre ligne vis-à-vis de l'exécutif est si claire ? Parce que vous dites que vous êtes clairement dans l'opposition, même si c'est une opposition constructive, vous menacez même d'une motion de censure à l'automne, mais dans le même temps, vous n'avez pas voté, les députés, les Républicains n'ont pas voté la motion de censure lundi. Est-ce que c'est clair ? Alors, d'abord, je laisserai les députés républicains à leurs difficultés, parce que c'est pas simple dans un groupe de 62 députés, dans un environnement qui est celui de l'Assemblée nationale. Ça n'a rien de comparable avec ici au Sénat, où nous sommes en majorité, mais quand même, sur les principaux textes. Je pense au texte sur la réforme des retraites et au dernier texte sur l'immigration. Nous avons été cohérents, nous avons été responsables. Et si nous avons voté ces textes, c'est parce que nous ne nous sommes pas reniés. Pour la réforme des retraites, c'est quelque chose que portait l'ensemble de nos candidats depuis de très nombreuses années et que nous revendiquions. Et sur l'immigration, s'il n'y avait pas eu la sanction du Conseil constitutionnel, 32 mesures allaient plutôt dans le bon sens, même si nous alertions en disant que ce ne serait pas suffisant et qu'il faudrait qu'il y ait bien sûr une révision de la Constitution. Alors justement, les centristes, vos collègues sénateurs centristes, ont déposé une proposition de loi qui reprend les mesures du Conseil constitutionnel qui ont été retoquées, mais une partie, c'est ce que j'avais... Déjà, est-ce que c'est une bonne initiative, cette proposition de loi ? Alors, j'aurais préféré que ce soit porté conjointement par la majorité sénatoriale, puisque le texte ici au Sénat, il a bien été voté par la majorité sénatoriale, les Républicains et les centristes. Bon, ils ne vous ont pas consulté ? Il n'y a pas eu de discussion entre les deux groupes ? Présidente du groupe, il faudrait poser la question à un bon président de groupe, Bruno Retailleau. Je déplore effectivement qu'on n'ait pas pu agir ensemble. Pour autant, c'est bien que l'Union centriste rappelle combien ils sont attachés à ce texte de loi et à lutter efficacement
contre l'immigration illégale et clandestine. Mais de notre côté, nous ne sommes pas restés les bras ballants. Vous savez qu'à la base du projet de loi immigration, il y avait déjà une proposition de loi portée par les Républicains, par le président de la Commission des lois, par François-Noël Buffet. Eh bien nous, fort de cette proposition de loi qui a cette antériorité, nous allons effectivement redéposer la proposition de loi un petit peu modifié par rapport à ce qui a déjà été voté et ce que nous remettrons dans cette proposition de loi, mais qui a quand même une antériorité au regard de ce qu'ont fait les centristes. Et puis après, on verra quand le texte sera inscrit. Donc il y aura bataille de propositions de loi dans la majorité sénatoriale. Mais est-ce que vous remettrez les mesures que n'ont pas remis les centristes, comme la caution pour les étudiants étrangers, par exemple? Oui, on remettra toutes les mesures qui nous semblent bonnes pour le pays, répondre aux attentes des Françaises et des Français et que nous avons votées. Est-ce que c'est un problème pour vous que la réforme de l'AME, de l'aide médicale d'État, qu'a confirmé Gabriel Attal, se fasse par voie réglementaire? C'est-à-dire que le Parlement n'aura pas son mot à dire? Oui, c'est choquant, c'est possible. C'est possible de le faire par la voie réglementaire. Donc on ne va pas attaquer le Premier ministre qui dit que je vais faire la réforme par la voie réglementaire, puisque ça lui est donné cette possibilité. Après, ça affiche de nouveau une défiance, un nouveau mépris vis-à-vis du Parlement. Je pense que ça aurait été l'occasion pour lui de montrer sa bonne volonté de travailler avec le Parlement de concert sur un sujet qui est un sujet difficile, qui est un sujet délicat, qui est un sujet qui va de nouveau animer fortement les débats. Mais je pense que nous aurions souhaité que ce débat ait de nouveau lieu dans l'hémicycle et que ça aurait été un bon point pour Gabriel Attal. Mais ce n'était pas prendre le risque d'un échec pour vous, parce que c'est un texte qui ne fait pas l'unanimité. Oui, mais on en a déjà débattu. Vous savez, quand on débat, c'est toujours mieux que de le faire par la voie du règlement, même si on s'appuie sur un rapport qui est un rapport important. Donc je pense qu'en tout cas, c'était montrer une bonne manière vis-à-vis du Parlement. Merci Dominique Estrosi. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. Merci Steve, à tout à l'heure.